Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce livre d'Italo Calvino, Marco Valdo ou Les saisons en ville. Alors, Italo Calvino, c'est un écrivain italien qui est né en 1923 et mort en 1985. Et il me semble qu'en France, on a pas mal lu Italo Calvino entre les années 80, 70, 80. C'est l'époque où les collégiens lisaient Le Baron Perché, l'époque aussi où les amateurs du nouveau roman se régalaient avec ce roman expérimental Si par une nuit d'hiver un voyageur. Et donc, choisir aujourd'hui Marco Valdo, ce serait peut-être courir le risque de traiter d'un ouvrage qui va être un peu daté, qui va être l'ouvrage d'une époque. Il me semble qu'il n'en est rien parce que, pour ma part, j'ai lu avec enchantement ce petit livre faussement simple, plein d'humour, plein de poésie. Il me semble qu'il a gardé son charme et c'est ce charme que j'aimerais vous faire partager. Donc, ce livre est en fait un recueil de petits récits dont le trait d'union, le lien, apparaît dès le titre. Le lien, il est constitué par le retour d'un même personnage qui est Marco Valdo, et aussi il est constitué par cet oxymore, les saisons en ville. Vous vous souvenez qu'un oxymore, c'est le fait d'unir étroitement deux termes de sens opposés. Et les saisons en ville, c'est un double oxymore, d'abord au niveau du thème de tous ces récits, puisqu'ils vont opposer la nature éternelle avec ses cycles, et dans le roman, on en voit 5 successivement, à la ville, création artificielle de l'homme, et au niveau du personnage, ce titre oppose la campagne dont il semble issu et la ville où il habite. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par ce personnage de Marco Valdo. Qui est Marco Valdo? Sa vie se dessine en petits détails au long des récits, parce qu'on n'a pas affaire, il faut le dire tout de suite, à un récit misérabiliste, mais on voit que Marco Valdo est un ouvrier non qualifié, un manœuvre, il travaille quand même 8 heures par jour. On voit que sa famille s'entasse dans un logement exigu. Ils dorment à 5 dans la même chambre. La nourriture est frugale, voire insuffisante, et les enfants souffrent déjà de rhumatisme. Le médecin de la mutuelle s'inquiète d'ailleurs de leur anémie. Donc, on pourrait dire déjà, dans cette façon dont on peut camper le personnage de Marco Valdo, qu'il pourrait être un personnage de la littérature et du cinéma néo-réaliste italien. Effectivement, cette littérature et ce cinéma présentent des gens simples qui luttent pour leur survie, et on voit bien dans le livre que la nourriture est quand même finalement une préoccupation qui est souvent au centre des récits, se régaler de champignons, de bécasses bien graves, d'un civet de lapin. Eh bien, ce n'est pas le moindre rêve de Marco Valdo et de sa famille, et ce rêve, il se réalise rarement. Pourtant, alors ce qu'il faut dire, c'est que nous ne sommes plus dans l'Italie de l'après-guerre. Les temps ont changé. Vous vous souvenez de ce récit où Marco Valdo dit à ses enfants qui cherchent un petit pauvre pour lui faire la charité, c'est quand même assez satisfaisant d'être en situation de pouvoir encore faire la charité à quelqu'un, eh bien, Marco Valdo leur dit que finalement, des petits pauvres, il n'y en a plus. Et effectivement, Marco Valdo et sa famille ne vivent pas dans une totale misère, mais ils sont en marge d'une société de consommation triomphante dont ils sont exclus. Société de consommation, nous sommes effectivement dans l'Italie de la croissance. C'est l'Italie qui, après la misère de l'après-guerre, atteint le stade de développement d'autres pays d'Europe. Et finalement, dans cette Italie, il faut produire, il faut vendre. Et vous avez certainement été sensible à un thème qui revient dans le récit, c'est le thème de la publicité. La publicité, elle apparaît sous toutes ses formes dans beaucoup d'histoires. Et d'ailleurs, de façon significative, dans le premier récit, dans le premier paragraphe, de quoi est-il question quand il s'agit de peindre la ville, de planter le décor? Eh bien, il est surtout question d'affiches,
d'enseignes lumineuses. On voit apparaître cette importance de la publicité dans d'autres récits, comme par exemple Fumée, Vent et Bulles de savon. On voit dans Les Enfants du Père Noël qu'on vient de lancer d'autres méthodes de marketing, comme la distribution de cadeaux ou d'échantillons publicitaires. Donc, Marco Valdo et sa famille vivent dans des temps d'abondance. Cependant, en particulier dans ce temple de l'abondance nouvellement créé qu'est le supermarché, Marco Valdo et les siens sont simples spectateurs. Ils sont simplement dans la situation où ils regardent. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur cette merveilleuse nouvelle Marco Valdo au supermarché, parce que cette nouvelle permet de voir comment Italo Calvino se sert de l'esthétique du conte pour approfondir la satire sociale. Pas simplement faire une satire sociale, mais aussi l'approfondir, lui donner plus de sens, lui donner aussi plus de nuances. Dans cette nouvelle, le supermarché est d'abord décrit comme un monde enchanté, et monde enchanté parce qu'il y résonne une formule magique, consommer, consommer. Cette formule est magique au sens littéral du terme, parce que d'abord, évidemment, elle provoque des effets inédits, des effets merveilleux. Bien sûr, elle électrise les foules, mais on voit aussi qu'elle donne vie aux objets qui s'animent d'eux-mêmes et s'offrent avec une facilité de rêve. Je lis. Consommer, et les pelotes de ficelle de couleur tournaient comme des toupies. Les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats pour en faire de petits paquets, puis en les groupant, des paquets moyens et avec ceux-ci de gros paquets, chacun d'eux ficelés avec de jolis lignes. Ce n'est qu'un extrait dans une très très jolie description, mais on voit que ce que Italo Calvino décrit ici merveilleusement, c'est le monde de l'abondance, de la croissance exponentielle et la capacité à réaliser tous les rêves, tous les désirs. Cependant, au fil du récit, la caverne d'Ali Baba devient progressivement un labyrinthe, on s'y perd, et on s'y perd surtout parce que finalement, on perd tout contrôle. La famille de Marco Valdo se met à entasser des produits qu'elle ne peut pas payer dans les caddies, et enfin, le labyrinthe devient un piège puisque la seule sortie, c'est la sortie vers la mitrailleuse de la caisse enregistreuse. Donc, une société de consommation qui exclut, et quand la société de consommation est généreuse, eh bien, ce n'est pas mieux, car elle inonde la société de produits frelatés, comme ces aliments dont le narrateur nous fait la description, page 150. C'était un temps où les aliments les plus simples recelaient des menaces insidieuses. Alors, je vous ai dit page 150, c'est dans le récit là où le fleuve est le plus petit. Donc, c'était un temps où les aliments les plus simples recelaient des menaces insidieuses et relevaient de la fraude. Il n'était pas de jour où le journal ne révélait des choses épouvantables à propos du panier de la ménagère. Le fromage était fait de matière plastique, le beurre avec des bougies. Dans les fruits et les légumes, le taux d'arsenic des insecticides était plus élevé que celui des vitamines. Les poulets étaient engraissés avec certaines pilules synthétiques qui pouvaient transformer en poulet ceux qui en mangeaient une cuisse. Le poisson frais avait été pêché l'année précédente en Islande et en lui maquillait les yeux pour qu'il parût de la veille. Donc, des produits sans valeur, des produits même nocifs, ou alors cette société de consommation inonde aussi de produits en série qui finalement n'ont plus de valeur par leur multiplicité. Ainsi, de ces Pères Noël qui, à force de se multiplier dans les rues de la ville, n'éveillent même plus l'attention. Donc, la misère de cette société, elle est aussi morale, et c'est l'histoire de ce petit riche dont la chambre est emplie d'un nombre faramineux de jouets, et ce petit riche qui est en fait un petit pauvre. Marco Valdo ressent le poids de ce monde, mais il le ressent moins sous la forme de la révolte que sous la forme de la nostalgie. En fait, Marco Valdo porte en lui l'image d'un monde autre. Ce monde se réclame de la nature,
et il s'oppose à l'artifice et à la laideur de la vie. Qu'est-ce que c'est que la nature pour Marco Waldo? Eh bien, la nature, elle est d'abord imaginée par lui comme le règne de la gratuité. La nature offre ses dons. Si on a froid, eh bien, on va dans un bois pour se chauffer. Si on a faim, on se baisse pour cueillir des champignons. On capture des bécasses bien grasses. Et quand Michelino suit le troupeau à la transhumance et part à la campagne, Marco Waldo l'imagine dormant sous un pin et vivant de miel, de lait et de myrrhe. Or, la ville rompt finalement ce contrat naturel entre l'homme et son environnement, dans la mesure où tout se paie. On le voit lorsque Marco Waldo entreprend tout simplement de pêcher des poissons, eh bien, ce n'est pas possible. Soit ces poissons sont empoisonnés par la pollution, soit ils appartiennent à une pêcherie, ou bien, enfin, si on les a pêchés, eh bien, il faut s'acquitter d'un impôt. La nature aussi, c'est la beauté par rapport à la laideur de la vie. Et cette opposition, elle est très très joliment traduite par Italo Calvino par une opposition autour de la lumière. Dans deux récits, la lumière naturelle, la beauté du firmament, est opposée à la laideur de l'éclairage artificiel. Je voudrais vous citer un exemple dans Vacances sur un banc. Vous savez que Marco Waldo, qui n'en peut plus d'étouffer dans une petite chambre surpeuplée, décide d'aller passer une nuit d'été en plein air sur un banc de la ville. Eh bien, je voudrais vous lire ce petit passage pour vous faire remarquer que l'opposition, elle ne joue pas simplement au niveau du sens, du contenu, mais elle joue aussi au niveau du style. La lune, alors, j'ai mal commencé. La lune est le feu de signalisation, avec son jaune plutôt vulgaire. La lune en ne peut plus calme, irradiant doucement sa lumière, et veinée de temps en temps d'infimes restes de nuages qu'elle laissait tomber derrière elle, d'un air souverain. La lune est le feu de signalisation toujours là, lui, allumé, éteint, haletant, fébrile, faussement affairé, esclave et harassé. Donc vous avez remarqué comment, à la période ample, bien balancée, qui évoque la beauté de la lune, succède un rythme haché, presque ridicule tellement qu'il est forcé, pour décrire le grotesque feu de signalisation. C'est là la beauté de ce texte, c'est que le style accompagne extrêmement bien le récit. Alors, Marco Waldo rêve de la nature, mais on peut se demander d'où lui vient cette nostalgie. Bien sûr, la première réponse que l'on pourrait donner, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est que Marco Waldo pourrait être un de ces paysans exilés de sa terre, exilés de sa propriété, tel qu'en a connu l'Italie au moment du grand exode rural des années 60. Et en effet, Marco Waldo se singularise par une connaissance de la nature que n'ont pas les autres. Ces enfants ne savent même plus ce que c'est qu'un bois. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un champignon. Mais au bureau, eh bien, la plante la pauvre, se dessèche dans un coin, s'appelle simplement la plante. On ne connaît pas son nom. Mais finalement, est-ce que Marco Waldo connaît vraiment la campagne? Alors, il y a peut-être un récit qui nous instille le doute. C'est ce récit où on voit le fils de Marco Waldo suivre des vaches à la transhumance. J'ai déjà cité ce passage, et son père l'imagine dormant à l'ombre d'un pin, vivant de lait, de miel et de mûre. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que à son retour, le fameux Michelino est furieux, extrêmement déçu, parce que finalement, à la campagne, il a travaillé aussi durement qu'à la ville, parce que finalement, à la campagne, le souci aussi, c'est de produire sans arrêt, produire au moindre coût, rentabiliser le temps. Et donc, finalement, si le son des clarines a été engageant, a entraîné le jeune Michelino, il semble que ce soit comme les enfants, vous savez, par le joueur de flûte de Hamelin,
dans le conte de Grimm, finalement, ce son des clarines était un leurre. Donc, peut-être certains critiques se sont hasardés jusqu'à dire que Marco Valdo ne pouvait être qu'un citadin, tellement l'image qu'il se fait de la nature est idyllique. Et cette interprétation, qui peut paraître assez paradoxale, est intéressante. Est-ce que finalement, ce rêve de nature repose vraiment sur une réalité campagnarde que Marco Valdo connaîtrait? Donc peut-être ce personnage de Marco Valdo, plutôt qu'un paysan exilé, est peut-être tout simplement un rêveur. C'est un rêveur et c'est un rêveur qui sait communiquer son rêve. De toute façon, il convainc tout de suite ses enfants d'aller chercher du bois dans la forêt. Et tout de suite, les enfants font le lien entre ce projet et le conte. C'est un rêveur et c'est un rêveur quand même actif. C'est-à-dire qu'il essaie de réaliser le rêve et il ne se décourage jamais. Marco Valdo est celui qui essaie de faire triompher le rêve sur la réalité. Donc, analysons un peu la puissance du rêve chez Marco Valdo. Je dirais d'abord que la grande richesse de Marco Valdo, c'est son regard. Et d'ailleurs, la première fois qu'Italo Calvino nous campe le personnage, c'est sur son regard qu'il insiste. Vous allez voir combien tout le vocabulaire du regard revient avec insistance dans cette présentation de Marco Valdo. Un jour, sur le bord d'une plate-bande d'une avenue de la ville, tomba, on ne sait d'où, une volée de spores, et des champignons y germèrent. Personne ne s'en aperçut, sauf le manœuvre Marco Valdo qui chaque matin prenait justement le tram à cet endroit-là. Il avait ce Marco Valdo un œil peu fait pour la vie citadine. Les panneaux publicitaires, les feux de signalisation, les enseignes lumineuses, les affiches, pour aussi étudiés qu'ils fussent pour retenir l'attention, n'atteignaient jamais son regard qui semblait glisser sur les sables du désert. Par contre, qu'une feuille jaunie sur une branche, qu'une plume s'accrochât à une tuile, il les remarquait aussitôt. Donc, on voit bien que Marco Valdo, c'est celui qui sait voir dans un univers morne et laid tout ce qui garde encore la présence de la vie. Prenez l'histoire, la si belle histoire du lapin vénéneux. Voilà Marco Valdo qui erre dans un laboratoire, quoi de plus ingrat, de plus sec que ce laboratoire. Et il regarde autour de lui. Il regarde autour de lui avec le désir de s'attacher à quelque chose qui se trouvait là, même si tout lui paraît minable, malsain et le met mal à l'aise. Et c'est tout à coup qu'il aperçut. Qu'est-ce qu'il aperçut? Eh bien, il aperçoit un pauvre lapin de laboratoire, bien souffreteux, bien misérable. Mais tout de suite, par la description, il apparaît autrement, avec son pelage long et duveté, son petit bout de nez rose. Il est vivant, ce lapin. Il est une présence amie et aussi une promesse. D'accord, une promesse d'un bon civet. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La promesse du civet n'empêche pas la promesse non plus d'amitié. C'est la même chose dans le cas de la plante. Vous savez, cette plante qui se dessèche dans un coin de bureau. Elle attire l'attention de Marco Valdo et il l'adopte. Cette fois-ci, l'adoption est totalement désintéressée. On ne fera pas de civet de la plante. Et tout de suite aussi, la plante donne ce plaisir d'entrer en communion avec une énergie vitale, avec un bonheur primitif. C'est celui de voir pousser un organisme vivant. C'est celui de sentir le bien-être de la plante au contact de l'eau. La plante, en sentant l'eau couler sur ses feuilles, paraissait s'étirer afin d'offrir aux gouttes la plus grande surface possible et se paraît aussi toute joyeuse de son verre le plus brillant. C'est du moins ce qu'il semblait à Marco Valdo qui la contemplait, oubliant de se mettre à l'abri. On voit que Marco Valdo éprouve finalement le bien-être de la plante et par là trouve un contact heureux avec le monde qui l'entoure. Donc, le regard, on le voit, le regard est le point de départ
pour Marco Valdo d'une interaction active. Il prend le latin, il adopte la plante, et puis aussi c'est le point de départ de plans grandioses. Par exemple, il rêve de développer tout un élevage de lapins, il rêve de chasser de succulentes bécasses. Et bien sûr, si on s'en tient aux résultats concrets de ces entreprises, c'est un échec assez lamentable sur lequel se terminent toutes les histoires, mais c'est un échec qui nous fait rire, tellement qu'il est finalement bien raconté. On a vraiment souvent à la fin des histoires ces chutes qui, par leur caractère visuel et aussi très rapide, évoquent tout à fait le cinéma burlesque. On pourrait penser à Chaplin. Alors, je voudrais m'arrêter justement sur un dénouement. C'est le dénouement de la nouvelle qui s'intitule « Le traitement de choc ». Vous vous souvenez peut-être que Marco Valdo s'est aperçu que la piqûre des abeilles supprimait la douleur des rhumatismes. Peut-être on pourrait dire qu'elle était plus forte que la douleur des rhumatismes. En tout cas, il fait un véritable tabac. Il montre carrément un cabinet où se pressent les clients. Et voilà les clients qui attendent. Et justement, le fils... le fameux Michelin ou encore est parti chercher des abeilles. Marco Valdo était en train de dire à ses clients « Un peu de patience, les guêpes vont arriver » quand la porte s'ouvrit et l'essaim envahit la mansarde. On ne vit même pas Michelino qui courut plonger sa tête dans une bassine d'eau. Toute la pièce fut remplie de guêpes et les patients se démenaient en tentant vainement de les chasser. Les rhumatisants faisaient des prodiges d'agilité et les membres noués se décontracter en mouvements furieux. Alors, si on observe, on a un dénouement en exactement 4 phrases. Ce qui est tout à fait superbe dans la première phrase, c'est qu'on a dans la même foulée, et sans aucune rupture, l'attente des clients de Marco Valdo, et puis la péripétie qui va tout transformer, l'arrivée des essaims de guêpes. Mais vous avez vu qu'il n'y a sur le plan syntaxique aucune rupture en fait. L'un s'enchaîne rapidement, s'enchaîne avec l'autre. Il n'y a pas par exemple de mot d'opposition, mais tout à coup, non, pas du tout. Et donc, cette absence de rupture crée un écho ironique avec les paroles de Marco Valdo, puisqu'il annonce l'arrivée des guêpes, et ça y est, les guêpes justement sont là. Ensuite, alors, trois petites phrases qui donnent chacune une image. Tout simplement, une image d'un personnage, Michelino, qui court se plonger la tête dans une bassine d'eau, les patients qui se démènent, vous voyez le comique de geste, et enfin la dernière qui est magnifique parce qu'elle nous donne là aussi les gestes, les rhumatisants faisaient des prodiges d'agilité et les membres noués se décontractaient en mouvements furieux, et on a bien sûr un autre effet d'ironie puisque le traitement réussit vraiment à merveille. Et donc, dans toutes les histoires, je pourrais citer toutes les histoires, il y a un art de la chute qui est absolument merveilleux. Donc, Marco Valdo ne réussit pas, hein, c'est l'homme de l'échec. Mais s'il ne réussit pas sur le plan matériel, eh bien, il réussit sur le plan de la pure créativité. Parce que Marco Valdo, c'est celui qui sait transformer le monde. Par exemple, quand il se protège du maudit feu orange qui l'empêche de dormir sur son banc, il a l'idée d'enfiler une couronne au bras d'une statue guerrière et le vigile, Donna Quinci, un peu troublé d'abord, finalement apprécie la composition. Même effet, c'est très joli, quand les enfants de Marco Valdo, vous savez, vont chercher du bois dans une forêt et ne trouvent que des panneaux publicitaires. L'agent Astolfo admire l'ingéniosité d'une publicité de pilule contre la migraine. Or, finalement, cette publicité, c'est Marco Valdo, armé d'une scie sur le panneau publicitaire, qui, à son insu, compose un nouveau tableau, une image nouvelle. Même exemple aussi, quand Marco Valdo promène sa fameuse plante sur le cyclomoteur, et que les passants s'étonnent de voir tout à coup un arbre à 2 roues. Donc, Marco Valdo transforme le monde et toutes ses inventions font merveilleusement image.
On ne s'étonnera pas de savoir que Italo Calvino a été très tenté par le dessin. Et d'ailleurs, dans la forme écrite du cours que je présente aujourd'hui et qui sera sur le blog, j'ai illustré ce cours par les merveilleuses illustrations de Sergio Tofan. Et évidemment, tout le recueil se prête merveilleusement à l'illustration, parce que sans cesse, évidemment, les images surgissent de la plume d'Italo Calvino. Parfois, on peut penser d'ailleurs aussi à des effets de collage, par exemple, pour la même plante, hein, on voit tout à coup naître un objet hybride avec ce collage entre la plante et le psychomoteur. Donc, Marco Valdo provoque involontairement l'irruption du rêve et de la poésie dans le réel, ce qui fait que certains récits peuvent très vite glisser vers l'onirisme. La plante devient une forêt vierge, un baobab, et croyant prendre un bus, Marco Valdo monte dans un avion pour Bombay. Ce glissement onirique n'a aucune conséquence finalement, n'a pas de conséquences tangibles, mais pour un instant, il dessert le carcan de la réalité. Car je crois que ce dont souffre aussi Marco Valdo dans la ville, c'est l'absence de liberté. C'est le fait que la ville cloisonne tout, interdit tout aussi. Hein. Je l'avais noté pour ces poissons, par exemple, qu'on ne peut pas pêcher. Tout est réglementé, tout est cloisonné. Donc, les moments de grâce viennent lorsque tout à coup, il y a une faille ou que s'ouvrent des échappées, des horizons imprévus. On a l'exemple dans un beau récit, Le jardin des chats obstinés, qui décrit l'agressivité des promoteurs qui s'emparent de l'espace. Ils occupent tout. Mais entre les espaces demeure parfois une distance minimale et alors s'ouvrent des chemins secrets. C'est une contre-ville et il suffit à Marco Valdo d'adopter le regard des chats pour la découvrir. Marco Valdo regardait attentivement autour de lui, cherchant l'affleurement d'une ville différente. Une ville d'écorce, d'écailles, de grumeaux, de nervures, sous la ville de peinture et d'asphalte, de pierre et de plâtre. Et voici que le pâté de maison devant lequel il passait chaque jour se révélait être en réalité un amas de pierrailles d'un grès poreux et gris. La palissade d'un chantier était faite des planches d'un pin encore frais et des nœuds qui semblaient être des gemmes. Sur l'enseigne d'un gros marchand de tissus se reposait endormie une troupe de petits papillons blanchâtres, des nids. Alors vous avez remarqué, les pierres tout à coup sont poreuses. Mais parfois, la ville fait mieux encore que de contenir d'autres potentialités. Ce qu'elle fait de mieux, c'est quand elle s'efface. Et elle s'efface grâce à deux moments dénis, la neige et le brouillard. Que font la neige et le brouillard? Eh bien, justement, ils effacent les limites. On ne voit plus la limite entre le trottoir et la chaussée. On ne voit plus les panneaux. On ne voit plus les directions. Et le blanc va permettre la perméabilité des espaces. C'est ainsi que, finalement, dans Le mauvais arrêt, la nouvelle qui s'intitule Le mauvais arrêt, le brouillard efface la frontière entre l'écran de cinéma et la rue. Il efface la frontière entre l'arrêt de bus et le terrain d'aviation. Il efface la frontière entre le trajet monotone et insipide et l'envol vers les étoiles. La narration, qui est là relativement lente dans cette nouvelle, eh bien, emmène progressivement le lecteur du connu à la perte de repère et à la reconnaissance jouissive d'une réalité incroyable. Dans la dernière histoire qui clôt le recueil, merveilleuse dernière histoire, je l'ai dit pour presque toutes que c'était merveilleux, hein, mais c'est vrai, mais celle-là vraiment particulièrement. Eh bien, dans la dernière, le narrateur ne justifie même plus le passage de la réalité au rêve. Et il semble finalement que ce soit la lassitude de ces Noëls, puisque la dernière nouvelle porte sur Noël. Noël revient souvent, hein, c'est la fête de la consommation. Il semble que finalement ce soit la lassitude de ces Noëls bruyants, excités, gavés,
qui va finalement provoquer, entraîner la nécessité du merveilleux. Marco Valdo retourna dans la rue illuminée comme en pleine nuit et qui regorgeait de mamans, d'enfants, d'oncles, de grands-pères, de grands-mères, de paquets, de ballons, de chevaux à bascule, d'arbres de Noël, de Père Noël, de poulets, de dindes, de panettone, de bouteilles, de joueurs de cornemuse, de ramoneurs et de marchands de marrons qui faisaient sauter des poêlées de châtaigne sur leurs fourneaux noirs, ronds et ardents. Et la ville semblait plus petite, pelotonnée dans une boule de verre lumineuse, ensevelie au cœur sombre d'une forêt, parmi les troncs centenaires des châtaigniers et sous un immense manteau de neige. Quelque part, dans l'ombre, on entendait le hurlement d'un loup. Le gîte des lièvres était enfoui sous la neige, dans la chaude terre rouge et sous une couche de bogues de châtaignier. Il en sortit un levreau blanc sur la neige. Il remua les oreilles, courut sous la lune, mais il était blanc et on ne le voyait pas. Seules ses pattes laissaient dans la neige une légère empreinte, pareille à de petites feuilles de trèfle. On ne voyait pas le loup non plus parce qu'il était noir et restait dans l'ombre noire de la forêt. On voyait seulement ses dents blanches et pointues quand il ouvrait la gueule. Donc ici, la morne réalité s'efface devant l'univers des contes. Et on se dit que peut-être elle est là, cette campagne dont rêve Marco Valdo. Elle n'est pas, hélas, dans une réalité campagnarde qui a bien changé, mais elle est peut-être à chercher dans les forêts de l'enfance. Elle est aussi dans les pages des livres. Vous avez vu tout le jeu finalement entre le blanc qui évoque le blanc de la page, le noir qui évoque l'écriture. Et la page, eh bien sûr, c'est peut-être la page des contes dont on a gardé le souvenir, mais elle est vierge aussi encore, et c'est à chacun de l'écrire. Et il me semble que la beauté de ce livre, comme des grands livres, c'est d'être un magnifique inspirateur de rêves, une magnifique ouverture pour l'imagination. Et on en a tant besoin aujourd'hui. On a besoin d'Italie, on a besoin d'ailleurs, et je crois que ici, cette littérature italienne nous fournit finalement cette merveilleuse évasion. Donc, je voulais vous dire que le mardi, suivant ce cours, à 18 h, donc je vous proposerai une petite réunion par Zoom. Vous recevrez l'invitation pour ceux qui sont inscrits au cercle de lecture, mais pour les autres aussi finalement, s'ils désirent participer à la discussion, eh bien, même si vous n'appartenez pas au cercle de lecture, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées et je vous enverrai l'idée, le mot de passe, de façon à ce que vous puissiez me dire si vous aussi, vous avez aimé Marco Valdo ou Les saisons en ville. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.